Les pissenlits, les pois de senteur. C'est vrai qu'il y a 2 jours, on a frôlé le printemps. On n'était pas loin, hein. Et puis bon, voilà, aujourd'hui, on tombe dans des choses déjà plus connues. Le grand ménage, ça veut dire qu'on change de quoi? D'outils, de matériel On va alléger sa vie de jardinier. Le jardin, ça devient de plus en plus facile, de moins en moins polluant, avec des outils vraiment très intelligents qui fonctionnent de moins en moins à l'essence. Ce ne sont plus du thermique, c'est aujourd'hui des batteries électriques. On en avait déjà parlé, une batterie qui fait fonctionner l'ensemble des outils. Mais aujourd'hui, les outils sont de plus en plus performants, presque semi-professionnels. Ils marchent toujours avec des batteries, mais les batteries ont une durée de vie beaucoup plus longue, ce qui donne aussi une force à l'outil. Excusez-moi, mais vous avez une valise dans le dos. Oui, alors je ne vais pas faire un saut en parachute. Alors là, vous avez la batterie. Mais ça dure que 15-20 minutes. Oui, on est obligé de la remettre dans le chargeur, attendre à peu près une demi-heure. Ah, vous l'avez dans le dos alors, le chargeur? Regardez. Vous allez pouvoir être autonome, travailler. C'est Ghostbuster. Travailler pendant plus d'1 heure sans remettre cette fameuse batterie en charge. Donc elle est reliée à un fil, vous la mettez et vous êtes tout simplement autonome. Attention, hein. Ah non, mais voilà. Non, mais si. Voilà. Ça marche très bien. Et en plus, ça vous donne une force à l'outil que vous n'avez pas dans une petite batterie. Vous avez vraiment une puissance. Même, on peut brancher ça à une tronçonneuse, donc vous pouvez même abattre un arbre. Donc, ça vous donne vraiment des outils intelligents, presque aussi puissants que le thermique. Et puis, la sécurité a été renforcée. Vous allez voir, il y a différents engins à découvrir. Regardez. Tailler, couper, tronçonner, faire son bois avec une batterie, ce n'est plus une utopie. Aujourd'hui, j'ai testé 3 catégories de produits qui vont vraiment vous faciliter la vie au jardin. Aujourd'hui, grâce à la technologie batterie, on va avoir une utilisation, ce qu'on va appeler plug and play. On prend sa batterie, qu'on recharge comme son téléphone portable, on va la mettre dans sa machine, bouton on, et on est parti pour une demi-journée, une journée de jardinage, sans bruit, sans vibration, sans émanation toxique. La nouvelle génération de batteries aujourd'hui, ça va être des batteries lithium-ion, ce qu'on trouve dans nos téléphones portables, ce qu'on trouve aujourd'hui dans l'automobile. On va recharger sa batterie pendant 30 minutes. On va, en fonction du type de batterie et de produit, avoir 30 minutes d'autonomie derrière. Que choisir pour commencer facilement l'entretien hebdomadaire de son petit jardin? On va souvent aller vers des produits type coupe-bordure, peut-être éventuellement des taille-haies aussi, qui sont des produits très adaptés à ce type de technologie. Voilà un outil qui se manipule facilement et qui permet de changer de tête de travail rapidement. Vous dévissez, vous insérez, vous revissez et l'outil est prêt. Vous pouvez le manipuler en ébrancheur à batterie lorsque le diamètre des branches est important ou tout simplement sous forme de taille-haie facile à diriger. Et dans la taille pour aller plus loin et plus haut. Ce produit va permettre à l'utilisateur d'accéder à des haies un peu plus hautes, jusqu'à 2 mètres de haut, sans avoir le problème du produit thermique, c'est-à-dire les gaz d'échappement dans la figure, les vibrations et surtout le poids. Le poids du produit est à bout de bras, donc sur une journée de travail, c'est très très important, le moindre gramme fait la différence. Et pour les tronçonneuses qui demandent beaucoup plus d'énergie? Aujourd'hui, sur l'approche grand public, on commence à avoir des produits vraiment performants avec une utilisation batterie. Alors on reste sur des produits qui sont assez chronophages, qui vont demander beaucoup d'énergie à la batterie, mais ça va nous permettre de travailler dans un jardin particulier, de faire de l'ébranchage, de la coupe de bois typiquement bois de chauffage, voire d'aller un peu plus loin si vraiment on a un boulot un peu fatigué, on aimerait dégager un petit peu la vue. Attention, les accidents de jardin sont très nombreux, surtout le week-end. Misez vraiment sur la sécurité. On s'expose forcément à une forme de risque, donc il est important de se protéger. On va commencer par des lunettes pour éviter tout éclat de bois. L'idéal étant de porter des gants à chaque fois qu'on va utiliser le produit. On a des gants qu'on appelle anti-coupure, qui sont recouverts à l'intérieur d'une fibre. Si la chaîne touche la fibre va se détacher, s'enrouler autour de la chaîne jusqu'à la bloquer. Ça se fait en l'espace d'un quart de seconde. Le petit plus de la batterie, c'est quoi? On est sur des technologies où on n'a plus d'effet mémoire, comme on avait sur les anciennes batteries, c'est-à-dire qu'on va pouvoir brancher sa batterie, la charger. 6 mois plus tard, elle sera toujours chargée à 100%. En plus, ce système est très économique lorsqu'on possède plusieurs matériels. On va pouvoir acheter un deuxième outil
mais sans la batterie, sans le chargeur qu'on aura acheté lors du premier achat. Là, la batterie de mon taille-œil, je la mets dans ma tronçonneuse, il n'y a aucun souci. Ces chaussures-là, elles résistent à quoi, elles? On dirait des baskets. Ouais. Elles ont le même confort qu'une basket, mais regardez, écoutez, Oh là. elles sont renforcées au bout. Donc, si vous faites tomber un arbre sur le pied ou une tronçonneuse, ben, vous êtes protégé. Et c'est là où arrivent les accidents. Donc, Du voilà. coup, elle est beaucoup plus lourde, quoi. Elle est un peu plus lourde, mais en tout cas, elle est design et vous n'avez pas honte de jardiner avec des grosses bottes crottées. Là, ça vous donne un petit côté Ah, c'est très élégant. Urban Garden. Ah oui, bah, Ouais. c'est pour le podium. Mais c'est vraiment très, chic. très efficace. Et puis, Très ces bien. fameux gants vite rapides, regardez, la tronçonneuse vraiment va rentrer là-dedans et elle va se bloquer. Plus d'accidents, on ne se coupe plus les À mains. cause de la fibre qui Voilà, s'enroule. exactement, avec cette nouvelle fibre. Et ça, il faut vraiment se protéger. Merci beaucoup. Avec Mélanie Griffon, on va s'intéresser à... Alors ces objets, on va en voir quelques-uns. En voici un. Alors pourquoi elle est aussi importante que ça? La collection Ouais. Parce que c'est une collection qui a été collectée par un collectionneur allemand, un grand collectionneur qui voulait ouvrir un musée d'art océanien à Hawaï. Et puis le projet n'a pas pu se faire. Donc ce sont vraiment de très beaux objets, William. Ce sont des objets très typiques dans les matériaux, dans les formes, dans l'ornementation. Ce sont des objets qui proviennent d'une multitude de petits atolls perdus dans l'océan Ce Pacifique. sont des objets d'art ou des objets de la vie quotidienne? Ce sont des objets de la vie quotidienne qui sont aujourd'hui devenus des objets d'art. Donc, alors, ce sont en général des objets pour la pêche, pour la chasse, pour les cérémonies, les objets de décoration, qui sont faits vraiment avec les moyens du bord. Vous voyez, par exemple, cet hameçon. Ça, c'est un hameçon à pieuvre. C'est typique des îles de Polynésie. hameçon à pieuvre. À pieuvre, exactement. La pieuvre raffolée de ces coquillages là qu'on appelle les porcelaines. Donc, elle se précipitait là-dessus, elle s'emplafonnait là-dessus et hop, elle était Sans plafond. Exactement. Ah ouais. Et elle était, le pêcheur n'avait plus qu'à la remonter. Donc voilà, des objets comme ça, William, il y en a plus de 1000 dans cette collection qui D'accord. sera vendue les 5, 6, 7 Et avril c'est prochain. rare, ça. Et ça, ce sont des objets très rares. C'est un tout petit marché, le marché de l'art océanien. Il y avait très peu d'objets ont survécu. D'accord. Regardez, nous avons rencontré Maître Agut qui sera au marteau lors de la vente. Cette collection est une collection en définitive de toutes les îles de l'Océanie, où chaque île est particulière, avec des objets particuliers, et en plus, chaque région de chaque île a encore ses coutumes. Pour la région d'Hawaï, nous avons la lance du capitaine Cook. C'est une lance qui a été collectée lors de la 3e expédition Cook et qui est donc un des rares vestiges du XVIIIe siècle de cette collection. La Polynésie française, dans cette collection, est particulièrement bien représentée grâce notamment à une formidable collection d'hameçons. On les fabriquait à partir de la nacre des huîtres perlières, qui est particulièrement belle à cet endroit-là du monde, et qui servait donc à réaliser des tas d'objets du quotidien. Les pilons, c'était un des objets les plus répandus. Il y a des pilons pour la nourriture, des pilons pour la médecine qui servaient à réaliser des décoctions à partir des plantes, etc. Nous avons des pilons qui servaient aussi à battre les fibres végétales pour les aplatir et en tirer ce qu'on appelle un tapas, c'est-à-dire cette espèce de tissu écrasé, intissé, c'est-à-dire qui n'est pas réalisé par tissage mais par battage et qui servait aussi à la vie de tous les jours, que ce soit pour se vêtir ou bien pour accrocher au mur, etc. L'objet symbolique qui est particulièrement bien représenté, c'est la pirogue. On en a 3 vrais, ce qui est une chose très rare et assez exceptionnelle. Et dans cette collection, il y a aussi les maquettes de pirogues. Ce sont des choses qui ont une portée symbolique très importante pour les peuples de Polynésie, quelle que soit l'île d'ailleurs, puisque cela rappelle leurs origines, puisque leurs ancêtres étaient venus d'Asie du Sud-Est jusque dans ces régions à l'aide de ces bateaux. Ce sont des objets qui sont vrais. Avant, l'art était l'art académique
parfait avec des belles peintures. Maintenant, la vie quotidienne peut être considérée comme étant artistique également par ces objets. Ce sont les objets qui ont été faits avec beaucoup de recherche, de spontanéité, de génie. Et ça fait que maintenant, tous ces objets sont appréciés par leur authenticité. On n'arrive pas à faire la différence entre les objets d'art, purement, hein, et les objets de la vie quotidienne. Tous ces objets, c'est ce que ça, dit par Maître exemple, Agutte. Alors ça, c'est une provenance royale. C'était les chaussures du roi Kamehameha. C'était le premier roi d'Hawaï. Donc ça, c'est... Et là, il avait des petits pieds, Sa Majesté. C'était ses chaussons d'enfant, en fait. C'est quand il était enfant. Voilà. Donc, vous voyez, c'était comme un système. Bon, là, c'est un peu replié, mais il a enfilé son pied comme ça. Ouais. Donc, ça, vous voyez, c'est de la feuille de palmier. C'est une sorte de palmier. Donc, ça, voilà, c'est typiquement... Ça date du 19e siècle. Et ce que vous avez là-bas, William, c'est un ornement de chef. Alors, ça, c'est extraordinaire. C'est réalisé en poils de barbe de vieillard. On allait prélever sur les ancêtres. Les poils, ils étaient ensuite blanchis au papajous. Et ça, c'était pour les cérémonies religieuses. Pardon ? On attendait qu'ils soient décédés, les je ne sais pas, ancêtres. ça. Peut-être, Peut-être ou peut-être pas. On leur a arraché la barbe pour la mettre sur le truc. Voilà, ça devait être Ah ouais. Ça alors. Mais ça, c'était un objet très symbolique, c'était un objet sacré et seuls les grands chefs avaient le droit de le porter lors des cérémonies. La vente a lieu les 5, 6 et 7 avril. L'exposition chez Maître Agutte à Neuilly est magnifique. Vous pouvez y aller tout le week-end jusqu'à mercredi. Merci beaucoup. Avec Damien Thévenot, nous emmène maintenant à... La rire ou la pleurer, la désirer. Alors, cette personne sait tout faire. Elle joue la comédie, elle danse, c'était même sa formation, elle chante. Pendant 15 ans, elle était danseuse. Ah ouais, ça se voit. Elle chante et elle est complètement barrée. Mais je le dis avec plein de guillemets et plein de tendresse, William. Mais elle est complètement déjantée, elle est complètement burlesque. Julie Ferrier, son spectacle ne ressemble à aucun autre. Si je trouve une filiation, je vous dirais qu'elle est un peu la fille spirituelle des Monty Python et des Branquignoles pour ceux à qui ça peut rappeler des souvenirs. Robert Derry, Colette Brosset. C'est-à-dire qu'elle n'était pas née, Mélanie. Hein. Non, mais elle doit connaître les Branquignoles, la belle américaine, etc. Donc ça se passe au théâtre de la Madeleine, William, jusqu'à fin avril. Vous entrez dans ce théâtre, elle compose des personnages, elle déguise ses boys, ses 4 partenaires garçons en filles. C'est complètement déjanté, mais que ça fait du bien. Et on va commencer par un personnage, William, franchement. Elle fait une ouvreuse. Vous savez, dans les théâtres, il y a des ouvreuses. Elle fait une ouvreuse idiote, nunuche, qui monte sur scène, et elle le fait bien. Regardez, ça donne ça. Bonsoir et bienvenue au Théâtre de la Madeleine. Le Théâtre de la Madeleine a été édifié en 1924. Oui, nanana. Le directeur Louis Jardincourt nous a demandé d'organiser un loto gagnant. Bonjour Julie. Bonjour. Si je vous demande comme ça, là, en quelques adjectifs, de me caractériser votre spectacle, vous me diriez quoi? Divertissant. Ouais. Jubilatoire. Ouais. Joyeux. Loufoque. Foutraque. Burlesque. Burlesque, clownesque, extravagant. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, il y a encore des gens qui se marient. Pourquoi? Je sais pas, moi, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent se marier, ils se marient. Moi, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. C'est pour ça que j'ai fait la robe, quand même. Et... Cette passion du cabaret, ça remonte à loin? C'est-à-dire que petite fille, vous aimiez cet univers coloré, musical? Oui, complètement. Je pense que le film qui a été un dénominateur, c'est R. Ouais. L'adaptation du livret par Milos Forman. Ouais. J'avais 8 ans et je pense que ça a été un vrai... Déclic? Ouais. J'ai moins peur de la nuit. J'ai moins peur de la nuit. Oui, alors tu chantes un peu comme une merde. Mais c'est pas grave, nous continuez. Un de vos personnages, c'est la cagole. Oui. Alors la cagole, elle commence par être d'abord américaine. I love you. That's amazing. Oh my God, you know. I know, all right. On comprend qu'en fait c'était la cagole marseillaise du Sud qui jouait à la cagole américaine. Ah oui, dites donc, c'est un tiroir en fait. Hein. Exactement, c'est un tiroir. Tu m'épines tout le temps. T'es là, tu m'épines. Tu m'épines tout le temps. Arrête de m'épiner. Le trac, vous connaissez, vous, Julie? Ah oui, le trac, oui. Le trac, je l'ai eu
quand j'étais danseuse beaucoup au début. Ouais. Et puis je l'ai eu, mais il va, il vient. Et il n'y a pas d'explication logique. On ne sait pas Non. pourquoi d'un seul coup il vient. Exactement. Par exemple, là, j'ai fait une prestation au César il y a 2-3 semaines. Ouais. Je ne l'ai pas eu. Le trac. Non, le trac. Ah, d'accord. Voilà. Pas le César. Pardon, non, mais Elle était facile. non, je suis pas Mais équipé. elle était- Je suis pas équipé pour l'humour. Je devrais me taire. Non, de mais moins si, mais c'est très bien, mais oui, oui. Non, non, moi, je les remets, les Césars. Oui, c'est bien, c'est bien. Scusa, Chux, Ipache. Bon. Non, tu peur. Vous n'applaudissez pas, vous n'applaudissez vous, quand il y a un mort dans la rue. Résurrection. Bon, en tout cas, on vous sent heureuse. Les gens sont contents. Vous vous éclatez sur scène avec vos 4 boys. Donc la vie est belle, Julie. Ouais, merci. On va vendre un ticket. Et après, va en avoir un tirage au sort. Et après, Vanana. Il va y avoir Un gagnant. Elle est complètement perchée, mais Et moi le j'adore. chien est formidable aussi. Ah, le chien est un Vous avez vu qu'elle lui partenaire. parle en russe? Oui, il y a une surprise aussi pour ceux qui iront à la Madeleine jusqu'à fin avril. Il y a un autre animal qui surgit. Voilà, ça s'appelle À ma place. Vous feriez quoi au théâtre de la Madeleine? Merci beaucoup. Alors. Grégoire Tournant, ici, le samedi, il essaye. Alors, il a tout essayé, toutes sortes d'engins, puis là, il est revenu à des choses simples, c'est-à-dire un vélo. Un vélo, c'est fait pour se déplacer, c'est une discipline sportive, mais c'est plus que ça parfois. Un outil d'expression artistique ou même un mode de vie, et notamment pour le garçon qu'on a rencontré qui s'appelle Mathias Dandois, il a 27 ans, il parcourt le monde avec son BMX. Il est au Chili, on le salue. Le BMX, vous savez, c'est ce petit vélo nerveux qui a des roues un petit peu plus petites, le bicross comme on disait quand on était jeune. Alors ça permet... Avec une selle très basse. Exactement, et parfois la selle elle sert à rien du tout. Et non, pour monter, pour mettre ses pieds dessus. Et ça sert à faire de la race, du dirt, du parc, bon, pour le faire en français, soit de la course, soit des sauts, soit des figures acrobatiques. Mais il y a une discipline particulière qui s'appelle le flatland, flat en anglais, flat pour dans le milieu, c'est plat en anglais. Il suffit, c'est facile à dire, un terrain de 10 mètres sur 10, votre vélo, Oui, facile. le sens de l'équilibre, beaucoup de persévérance, du talent et surtout ce sens artistique et créatif parce que vous dansez avec le vélo. Vous n'avez que votre vélo et vous dansez avec. Vous faites des figures au sol, sur le plat. Ce garçon, Mathias, il est 5 fois champion du monde de cette discipline. C'est une discipline. C'est une discipline. Ah oui. Mais il y a des règles, il y a des codes. Il y a des règles, il y a des compétitions, il y a des codes. Bon, il faut bien être bilingue parce que c'est tout en anglais. Hein. Ouais. Et ce garçon Ok. m'avait donné rendez-vous dans l'un de ses spots préférés, c'est place du marché Saint-Honoré. Et j'ai été flatté de faire ça avec le roi du flat. Oh. Le BMX flat, c'est le fait de faire des figures au sol. Donc on n'a pas besoin de rampe, pas besoin d'artifice, mais nous vraiment c'est un sol plat, son vélo et son cerveau. La première figure en BMX flat. Alors la première figure en BMX flat, c'est une figure qui est vraiment à la portée de tout le monde. Il faut passer au-dessus du guidon et on fait avancer la roue avec son pied. Faut être souple, quoi. Voilà, mais je pense que c'est à ta portée, Grégoire. Tu peux le faire. Ah, mais si, mais voilà. Superbe. Le moment critique. Ça marche aussi à l'envers. Un vélo de BMX flat, déjà, ça a des roues plus petites que votre vélo traditionnel de route. Donc vous avez des roues de soit 24 pouces, soit 26 pouces. Moi, j'ai des roues en 20 pouces. Après, j'ai ce qui s'appelle sur les axes de roue des pegs, donc des repose-pieds, qui vont me permettre de faire des figures et d'évoluer autour du vélo. Et enfin, la dernière différence, c'est que j'ai un free coaster à l'arrière. Alors, c'est un système qui va permettre aux pédales de ne pas s'enclencher quand je vais rouler en arrière. Donc, les pédales ne vont pas me déranger quand je fais des figures. Superbe. Je te vois jouer avec ton guidon, ça s'appelle comment? Alors, le fait de faire tourner son guidon comme ça s'appelle un bar spin. On commence en mettant son pied gauche sur la pédale, son pied droit sur le repose-pied arrière. On serre la selle bien. Et en fait, tu vas vouloir dégager du poids de l'avant en te mettant sur l'arrière. Et là, genre, tu peux commencer au sol à te faire passer le guidon. Et après, tu peux faire des tours complets, des doubles tours. C'est un peu la fête après. Oh là non mais, c'est même pas drôle quoi, le mec est trop doué. Le but du jeu du BMX Flat, c'est de réaliser les figures les plus impressionnantes, les plus belles, les plus stylées, les plus originales. Et juste de se faire plaisir, globalement.
Dans le BMX flat, on s'inspire aussi d'autres disciplines, par exemple du street, et c'est pour ça que la prochaine figure, ça vient tout droit du street, c'est le bunny hop, littéralement saut de lapin. C'est le fait de sauter, de faire décoller les deux roues. Alors plein de gens pensent qu'on fait décoller les deux roues en même temps, comme ceci, mais là tu vas jamais aller très haut. En fait, il faut commencer par tirer sur son guidon et ensuite, juste après, lever l'arrière en s'aidant des pieds sur ses pédales. L'arrière, hop. Vite. En compétition, on est jugé sur 5 critères différents. Les 2 plus hauts critères, c'est l'originalité et la difficulté, parce que on est amené à créer nos propres figures. Et si tu arrives sans originalité, c'est impossible de gagner une compétition. Si tu copies les figures des autres, tu vas pas gagner, c'est mort. Et après, on a les autres critères, c'est le style, la consistance, donc c'est le nombre de pieds posés au sol. Forcément, si tu poses des pieds, tu vas avoir des points en moins. Et enfin, la diversité. Sur 2 jours, on a une journée de qualification avec des runs, donc un passage de 2 minutes 30, 3 minutes. Ils en prennent 12 pour la finale. Et la finale, c'est des battles 1 contre 1. C'est une figure, ça, ou pas? Oui. Oh là 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 là, mais oui. Aïe. Moi, quand je vais m'entraîner, quand je pratique le BMX flat, je rentrerai pas chez moi avant d'avoir fait un truc nouveau. Même si c'est un tout petit truc, un tout petit passage ou, je sais pas, un nouveau saut ou même un truc que j'ai jamais rentré. Mais en tout cas, genre, je rentrerai jamais chez moi avant d'avoir progressé. Alors, il a quel âge? Et il fait 27. ça depuis combien de temps? Depuis là, je crois, de 13-14 ans. Et c'est un métier? Mais il a fait ses études et après, il s'est passionné, il ne fait que ça. Aujourd'hui, il est spécialiste dans cette discipline. Et il gagne sa vie. Et il gagne sa vie. Et vous pouvez aller le voir, il est soit du côté de Bercy, soit voilà, à travers le monde ou marché Saint-Honoré. Et il sera je le dis, 24 au 28 mai au FIS, Festival International des Sports Extrêmes à Montpellier. Il faut aller voir ça. Interrogez-le, parce que c'est une école de la rue et il vous apprendra tout. Ok. Ça va mieux, là? J'ai encore un bleu. Ah bah oui, mais c'est son boulot, lui. Les cascadeurs aussi, cascadeurs à la télé. Bon, allez, une revue. The Bar Case. Vous connaissez ça, hein? Yes. C'est votre génération. Bon, allez, on commence par qui? Eh bien, on va oublier la presse habituelle et on va donner sa chance au produit. Oui, donne ta aujourd'hui. chance au produit, la vraie Le idée. produit, c'est Enjoy, nouveau venu dans les kiosques. Une petite affaire familiale montée par 3 sœurs, paraît-il, dont la ligne éditoriale est la bonne humeur. Et qui dit bonne humeur, on sait ça, nous, parfaitement, à Télématin, dit culture à gogo. Et Enjoy a choisi de nous recommander quelques expositions photos. Alors, l'une s'intitule « Les amants magnifiques ». Vous savez de qui il s'agit? Ah oui, Alain Delon et Romy Schneider, non? Et Alain, oui. Alors, ces photos, nous les avons vues et revues pour certaines Pas toutes. d'entre elles. Pas toutes. Et pourtant, jamais elles ne lassent. Alors, il y a évidemment celles-ci qui ont été faites lors du tournage de La Piscine en 1968. Et puis d'autres, moi, que je ne connaissais pas, qui m'avaient échappé. Ah, celle-là, elle est bien à droite. Alors, celle de droite, elle a été faite à Cannes en 62. Ouais, pendant un festival. Exactement. Et à gauche, alors ils sont dans leur maison de Tancrous, c'est dans l'est de Paris. Elle date de 1959, cette photo. Je l'ai jamais vue. Alors l'expo dure jusqu'au 7 juin. Romy Schneider habillée Chanel. Quand vous Habillée regardez Chanel, bien, absolument. On voit bien à Ouais, l'époque. ouais. ça. L'expo dure jusqu'au 7 juin et c'est Galerie de l'Instant, c'est dans le 3e arrondissement à Paris si vous passez par là. Alors autre expo que nous recommande Enjoy, celle de Peter Lindbergh. Alors si vous l'avez raté à Paris l'an dernier, il vous faudra cette fois-ci aller à Munich à partir du 13 avril et jusqu'à fin août. Alors là encore, des photos cultes, comme celle d'ailleurs qu'il réalise en 88 sur une plage de Malibu et qui témoignent de son flair, parce qu'à l'époque, il réunit quelques mannequins dont il pressent qu'elles seront peut-être des stars demain, et en fait, elles vont carrément révolutionner le métier. Il y a là Estelle Lefébure, Karen Alexander, Rachel Williams, Linda Evangelista, Tatiana Patis et Christy Turlington. Et puis, il y aura toutes les autres, à commencer par Kate Moss, dont les clichés témoignent de l'ambition de Lindbergh de photographier les femmes telles qu'elles sont, avec leurs défauts. Alors bon, dans le cas présent, les défauts sont assez relatifs quand même. Hein. Ouais, ça va. Alors Lindbergh aimait bien dire, si on retouche trop, on gomme toute la vie qu'il y a dans les photos. Ce n'est plus de la photo, ça devient de la chirurgie esthétique. Alors ces photos que vous voyez sont extraites de ce livre publié aux éditions Taschen, 500 pages et presque autant de splendeur immortalisée. Lindbergh n'aimait pas trop retoucher. En revanche, il ne détestait pas mettre en scène. Oula. En témoigne d'ailleurs cette photo de Tina Turner qui date de 89. Il en a photographié plusieurs comme ça pour le centenaire de la Tour Eiffel.
L'idée, c'est de jouer le contraste. C'est un montage ou c'est vraiment... Écoutez, pour moi, c'est un montage. Hein. Oui. Parce que là, moi, j'y vais pas, je pense pas qu'elle y soit allée. C'est pas un montage? Si. Voilà, et l'idée, c'était de jouer le contraste entre le corps féminin et la structure massive de la Tour Eiffel. Et alors, là, en revanche, ça me renvoie à une autre photo, et là, il n'y a pas de trucage, vous êtes en présence de ce qu'on appelle un traceur, en présence d'un adepte du parcours, qui est l'art du remplacement, du déplacement libre et efficace dans tous les types d'environnements, avec une préférence pour les voies de passage qui ne sont pas préétablies. L'idée, c'est de franchir des obstacles qui gênent. Tous les moyens sont bons, des sauts, escalades, déplacements en équilibre. Et vous avez, à ce propos, une expo qui a débuté jeudi et qui va s'achever à la fin du mois. Ça s'appelle Hit the Road. C'est au CNIT à La Défense. C'est absolument somptueux. Il y a des photos. Il y a également des vidéos. Et ça provient d'un collectif d'artistes qui pratiquent l'art du parcours avec un K. D'accord. Et ça a été popularisé par les Yamakasi. Je sais pas si oui, les Yamakasi, bien sûr. Merci beaucoup, madame, monsieur. On se retrouve tout à l'heure après le jour. Non, on s'y croirait. On l'a fait en version originale aujourd'hui. Patrick Fiori. Ah bah oui, bien sûr. Patrick Bruel, non, c'est autre chose. Bon, on continue avec l'actualité de la gastronomie et le jeune Loïc Baillet qui se déplace avec le triporteur de Télématin. Et là, on l'a mis sur le long, on lui a mis 2 hydroglisseurs et direction, la Corse. Et qu'est-ce qu'il est allé faire en Corse? Alors, nous sommes allés voir peut-être l'un des plus beaux festivals de gastronomie de France. Mais vraiment, hein, vraiment... pourquoi? Alors, parce que, déjà, il y en a de partout en France, des festivals de gastronomie. Tous les week-ends, il y a des fêtes, parce qu'on aime fêter notre gastronomie. Mais là-bas, il y a quelque chose d'incroyable, c'est à Aléria, regardez, on est sur la côte est, voilà, de la Corse, et là-bas, dans ce petit village, c'est pas pour rien, les Romains ont commencé par s'installer là-bas. Hein. Ils avaient remarqué qu'il y avait un beau bassin dans lequel il y avait des huîtres sauvages, donc ils venaient cueillir les huîtres, les Romains, et donc depuis, il y a une tradition gastronomique là-bas. Et il y a une fête, c'est la 13e édition, c'est un festival 100% corse, c'est-à-dire qu'il y a tout le terroir corse qui vient, des producteurs, on a des éleveurs, on a donc, de la charcuterie. De la charcuterie corse, forcément. Et le thème cette année, chaque année il y a un thème. Et le thème cette année, c'est justement cochon et châtaigne de Corse. Parce que le cochon corse, il y a un cochon qui est autochtone à la Corse et surtout qui est très beau avec des poils noirs là comme ça. Il est magnifique. Et puis surtout, on dit dans le métier, on dit qu'on le finit à la châtaigne. C'est-à-dire que les derniers jours, on lui donne de la châtaigne à manger et ça va donner ce petit goût noisette à la charcuterie. Voilà. Et nous sommes allés voir les organisateurs pour voir comment tout ça se préparait. Vous avez été avec le triporteur ou pas? Ah bah bien sûr, il n'y en a qu'un. Je refuse de partir si vous avez traversé avec le triporteur? Ah bah bien sûr. Regardez, c'est une grosse production. Aujourd'hui, on est en Corse, et alors en Corse, il y a 2 routes, la mer ou les airs. Aujourd'hui, on a pris l'avion. Ah bah oui, ça en jette. Allez, on a rendez-vous avec Valérie Franceschi. Allez, rien, hop là. Pourquoi on commence ici le sujet? Parce que tout a commencé ici. Ah bon? Bah oui. Il y a des étangs en fait en Corse. Oui, il y en a 3. Et un seul qui exploite les huîtres et les moules. Parce qu'à l'origine, les Romains venaient ici et ils avaient découvert les huîtres sauvages de l'étang de Diane. Et ils se sont installés à Aléria. Ils se sont installés à Aléria. Bon, donc on ne pouvait pas faire le festival ailleurs qu'à Aléria en fait. C'était pas possible. L'idée d'Arte Gusto, c'est finalement de réunir d'un côté tous les producteurs qui incarnent le patrimoine gastronomique de la Corse. Ils sont une centaine. Et de leur faire rencontrer des grands chefs. Oui. En tout cas, Corse que leurs produits rencontrent des grands chefs. Bon, premier festival gastronomique corse, on peut le dire? Oui, on peut le dire, je pense. Présentez-nous Félix, là, quand même. Il va pas aimer parce qu'il aime pas qu'on le flatte, mais probablement le meilleur charcutier de Corse. C'est pas vrai. Le meilleur? Probablement. Dans tout cas, dans le meilleur classement. Le port noir de Corse, c'est vraiment quelque chose de typique de Corse, en fait? Oui, typique. Été comme hiver, ils sont dehors, en fait? Été comme hiver, ils sont en plein air. Ça veut dire quoi? Qu'il est complètement à l'état naturel, en fait? Voilà. Les cochons, ils viennent manger et après, ils s'en vont. Voilà. 365 jours d'année. Le parc, c'est tout autour. Voilà, c'est tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on voit. Au point de vue nourriture, vous avez vu, ils mangent de la farine d'orge et du petit lait. Ils sont finis à la châtaigne pendant 45 jours. Après, le goût de la châtaigne va ressortir. Vous allez voir un peu de douceur
Un peu de goût de noisette. Tu comprends mieux pourquoi j'ai associé cochon et châtaigne de Corse. Ah oui, c'est pas Ah mal, bah, hein, c'est le bien thème de cette sûr. année. Et vous allez être le roi là-bas au festival. Hein. Félix, on a vu les cochons. Ils sont juste derrière la montagne, Derrière la là-bas. montagne. Et là, maintenant, on voit tout ce qu'on fait avec le cochon. Oui. Quand on parle de saisonnalité, il y a des produits qu'on ne retrouvera pas l'été, par exemple, quand on va venir en vacances en Corse. Non. Il y a 2 produits que tu ne vas pas retrouver l'été, surtout le fricaté. Ah oui, ça tu D'accord. en demandes pas Qui l'été. est plutôt un produit d'hiver. D'hiver. Ok. Et du saucisson. L'été, vraiment, c'est sur la fin. D'accord. Quand on est chez son épicier fin, chez son charcutier, on lui demande quoi, en fait? De la charcuterie AOP. AOP, AOP. appellation d'origine protégée, charcuterie Corse. Corse, oui. Vous êtes les seuls. Il n'y a que la Corse qui a eu le label L'AOP. AOP. Tu veux pas te D'accord. tromper. Ouais, Tu vois. ça c'est votre différence. Mais en exactement. Corse, c'est tout. Et on l'affirme. Dites-le, c'est mieux que le Bellota Bellota. Ah bah bien sûr que c'est mieux. Et puis surtout, Bien sûr. alors la charcuterie corse, c'est les seuls à avoir une appellation d'origine protégée. Toutes les autres Ah. charcuteries n'ont pas fait, on fait souvent des IGP, des indications géographiques protégées. Et là, c'est une AOP. Voilà. Et alors juste, je voulais vous parler d'un dernier festival qui est, parce qu'il n'y a pas de jaloux. Alors Aléria, c'est à Pâques, dans une dizaine de jours. Et sinon, il y a le festival Mythos avec les toqués Mythos. C'est à Rennes, en Bretagne, c'est ce week-end. Et ils vont fêter la gastronomie du côté de Rennes. Comment vous l'appelez celui-là Les toqués de Mythos. Alors c'est le festival Mythos qui est un festival de musique que Fred doit connaître. Et puis il y a les toqués qui se sont mis là et qui restaurent tout ce petit Mythos, monde. vous écrivez M-Y-T-H, ouais. Mythos, c'est ça, oui, exactement. Les toqués Voilà. et les menteurs. Les toqués, et voilà. Donc on chante, on Mythos. danse. Et... Ah, c'est ça, d'accord. Mythos, voilà, c'est à Rennes. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Julia Dubois vous propose une revue de ce qui se fait en ce moment sur la toile en matière de gastronomie. Julia? On commence avec ce site qui s'appelle lescuistomigrateurs.com. Alors ce site embauche des chefs qui sont réfugiés et qui sont là pour cuisiner et servir des repas de recettes qui viennent de leur pays. Ah oui. L'idée vraiment de ce site, c'est de renforcer, de favoriser la compréhension et l'empathie entre les citoyens français et ces réfugiés. Et alors du coup, on a des chefs de Syrie, d'Iran, de Tchétchénie, du Sri Lanka. Et l'idée vraiment, c'est de les utiliser et de profiter de leur cuisine. Donc voilà un très bon site et un très beau projet. Alors on enchaîne, William, avec les tendances, comment dirais-je, déroutantes sur Instagram. En ce moment, la tendance, c'est le toast sirène. Qu'est-ce que c'est Et que ça? c'est celui-ci, là, le bleu que vous pouvez voir, bleu-vert à droite, et le toast licorne qui est là. Ça fait un énorme buzz sur Internet dans le monde merveilleux du toast, dont la papesse, c'est cette jeune femme dont on est en train de regarder le compte Instagram. Elle s'appelle Qu'est-ce Adeline qu'elle a Vaught. mis dessus? C'est quoi le bleu-vert avec des paillettes Alors, dorées c'est de la là spiruline, c'est-à-dire que c'est de la poudre d'algues. Et en plus, c'est sain, il paraît. Donc voilà, je ne sais pas si c'est bon, mais en tout cas, c'est joli. Et pour terminer, je voulais vous parler de cette brasserie qui buzz à Amsterdam, qui brasse sa bière à l'eau de pluie pour réduire le ruissellement et les inondations à Amsterdam. Alors même avec de l'eau de pluie, c'est à consommer avec modération. Merci beaucoup. Allez, direction le Japon maintenant à propos de choses. Alors si je vous dis c'est son année c'est en 2016, ça va être son année en 2017 aussi. C'est 2016-2017, c'est la grande saison 2016-2017. C'est un chanteur, il a bien vendu lui. Hein. Ah, il a bien vendu, il s'appelle Amir, il a célébré son premier Olympia en vedette dimanche dernier et nous y étions. Et cet Olympia était d'autant plus émouvant que le monsieur revient de vraiment loin. Il a gagné un concours, un télécrochet, organisé sur une chaîne concurrente et néanmoins amie. Il arrive en finale, il termine 3e. Cette année-là, c'est Kenji qui gagne. Et franchement, il tombe un petit peu dans l'oubli. Entre 2014 et 2016, on se dit qu'il va reprendre son cabinet de dentiste, enfin qu'il n'avait jamais ouvert. Il est dentiste de formation. Et on se dit que le docteur Haddad... Il n'avait jamais exercé alors. Il n'avait jamais exercé, mais on se dit que le docteur Haddad va au moins devenir dentiste. Et puis là, une maison de disques, et la maison de disques lui rend son contrat après un premier single hasardeux. Et qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est vraiment... Il appelle ses potes en disant, là, on vient de me rendre mon contrat, j'ai un album qui est prêt. Et ses potes, deux de ses amis, deux de ses meilleurs amis, ses deux meilleurs amis... Quoi, lui deux disent, autres dentistes pas du tout, qui ne sont pas du tout dans le showbiz. J'ai mis que tu veux, on va t'aider. Et David Bocomza et Arié Sion lui disent, mais écoute, ça coûte combien de faire un album? Et il faut un budget. Alors. Et ils n'y connaissent rien. Et ils produisent, ils montent une boîte de prod, je vous assure que c'est vrai. Non. Ils montent une boîte de prod, Sage Production, ils enregistrent cet album. Nathalie André, à l'époque, grande prêtresse des variétés afro
France 2, écoute la chanson, dit tiens, ça, ce serait un titre génial pour l'Eurovision. À l'Eurovision, la France était ridiculisée jusqu'alors. En 2015, elle avait terminé quand même 25e sur 27e. Elle part avec Amir à l'Eurovision. Et là, franchement, il redore les couleurs de la France. Il termine 6e avec cette chanson que vous connaissez tous. C'était à l'Olympia. Toute sa famille était là et nous y étions aussi. On y va. Amir, votre nom en gros sur la façade de l'Olympia, qu'est-ce qu'on ressent? Difficile de réaliser que c'est la réalité. J'ai même posté sur mes réseaux sociaux la photo en disant « Pincez-moi, dites-moi que c'est réel, que je ne suis pas en train de rêver ». Bonsoir l'Olympia. On dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi, on dirait que dans ce monde... Ce tourbillon médiatique que vous vivez, comment vous faites pour garder les pieds sur terre? Pour moi, c'est une question qui a une seule réponse, c'est de garder son équilibre familial et de travailler avec des gens en lesquels on a confiance. J'ai cette chance d'être très bien entouré. Je me souviens que depuis le début, le conseil que me donnaient les personnes, qu'ils soient du métier ou pas du métier, c'était fais attention parce que l'entourage crée toute la différence. De moi tu es fier. Votre papa est d'origine tunisienne, votre maman d'origine marocaine, vous avez vécu en Israël. Est-ce que ce métissage a influencé votre musique aujourd'hui? Absolument. Pas je t'aime, mais je le vois, je te verrai. Comme un fils admire son père. Ayant grandi dans la diversité et ayant vu comment, quand deux couleurs, quand deux cultures se mélangent, ça crée presque toujours des étincelles, mais dans le sens positif du terme. Moi, je voulais mettre ça dans ma musique. Et j'ai cherché quel rapport vous entretenez avec cette chanson. C'est quoi? C'est votre porte-bonheur? Tu m'as comme donné envie d'être moi. Porte-bonheur, bonne étoile, je suis tout à fait d'accord qu'on peut appeler cette chanson de cette façon. Elle nous a surpris cette chanson parce qu'au début, je ne la voyais pas du tout sortir comme un single. Tout le monde. Il y a que mon manager qui y croyait d'ailleurs. Et au final, on se retrouve avec une chanson qui me permet de représenter la France devant 200 millions de téléspectateurs, qui est la chanson que les gens me fredonnent dans la rue quand ils me voient, parce que c'est vraiment devenu un titre qui me colle à la peau et dont je suis très fier, parce qu'au final, au-delà d'avoir un message qui est extrêmement positif et optimiste, c'est exactement mot à mot le déroulement de ma vie. Une toute dernière question. Amir Haddad, dentiste, cette plaque-là, on la verra pas? Je pense qu'on la verra pas, sauf si un jour je décide que mon prochain sommet, ça serait d'ouvrir un cabinet. Mais ça va être difficile d'atteindre ce point-là, parce que je me plais trop dans la musique. Moi, j'aimerais. Ça serait bien d'aller chez le dentiste et chanter avec lui. C'est sympa. Il est là. Non, ça c'est le bruit de la fraise. C'est la fraiseuse. En plus, il est charmant, il sourit tout le temps. Il est absolument charmant. L'Olympia était bourré, il aurait pu remplir 2 salles comme ça. Il est en tournée, les dates sont apparues pendant le sujet. Sinon, vous trouvez ça sur le site de Télématin. Madame, messieurs, merci beaucoup. Ah oui, c'est bien ça. Bonne idée. C'est une chambre avec vue. C'est ça. Il y a l'actualité de l'hébergement. Oui, ça s'appelle comme ça ici à Télématin. Et c'est Marie-Dominique Perrin qui vous parle de ça. Cette fois-ci, alors, le thème, c'est l'aventure, c'est-à-dire... Non, c'est les végétaux. Dormir dans des végétaux. C'est un peu l'aventure aussi, quand même. C'est un peu l'aventure, oui. oui. Bon, alors, si vous aimez la nature et que vous avez rêvé de vivre et de dormir au plus proche d'elle, alors là, franchement, ce matin, j'ai des adresses pour ça. C'est en France. Et c'est, bien sûr, c'est en France, William. Et la première adresse, c'est dormir dans une meule de foin. Vous avez déjà essayé? Oui, non, ça, on n'a pas besoin de vous étiez pour ça, petit, finalement. voilà. Alors, dans une meule de foin, ça se passe dans les Deux-Sèvres, dans un camping à la ferme qui est spécialisé dans le bio. Et même la meule, elle est bio, entièrement bio. Voilà. C'est une vraie meule? C'est une vraie meule, exactement. Et à l'intérieur, c'est que du bois de châtaignier.
Alors ensuite, on une va salle aller... de bain, là La salle de bain, elle est chez les propriétaires. Et le petit déjeuner aussi. Oui, il faut faire 12 km. Mais à part ça, ça va. Non, c'est au bord d'un étang. À la limite, vous faites plouf dans l'étang. Une tyrolienne, Voilà. Et la deuxième adresse, elle est à Descartes, en Touraine. Et là, c'est un scaphandrier de métier. J'en avais jamais rencontré, c'est rare, hein, scaphandrier, qui a décidé de poser ses bouteilles pour vous faire vivre en pleine campagne et dans des hébergements un petit peu insolites, des huttes inspirées du Seigneur des Anneaux, parce que sa femme, c'est une grande fan du Seigneur des Anneaux. Voilà, elle lui a fait plaisir, à nous aussi. Et pour finir, direction la vallée très très escarpée du Célé, c'est dans le Lot. Et là, vous allez être dans un environnement en immersion totale, dans un monde à la fois minéral, parce qu'il y a des très hautes falaises, et végétal, dans des chambres d'hôtes atypiques. Et quand je dis atypique, le mot n'est pas vraiment trop fort. Voilà, vous dormez dans des feuilles. C'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Original, en tout cas. Ouais. Bon, allez, on y va pour la balade. Direction la Touraine, où 6 hectares de bois et de prairies ont enchanté Sébastien et Gwenaël. Je suis un enfant du pays. Après avoir eu 2 métiers, donc cuisinier en région parisienne, puis scaphandrier, avec mon épouse, on a voulu des hébergements insolites pour être dans la nature, au contact des animaux. Que la basse-cour se rassure, elle ne passera pas à la casserole. Son job est juste de tondre la pelouse. Il y a du boulot. On a voulu que les hébergements ne soient pas collés les uns aux autres. On a une cabane sur pilotis avec une vue depuis l'intérieur de la cabane sur le ruisseau qui est en dessous, où on voit nos carpes. La plus grosse a 35 ans. Nous accédons à cette cabane depuis le Pin Noir d'Autriche en passant par un pont de singe. Cette cabane est fabriquée en Douglas et mélèze. Le toit est en brande de bruyère. Mon épouse avait une passion qui était le Seigneur des Anneaux. Donc j'ai décidé de créer ces huttes végétalisées construites à partir d'un container avec des portes rondes. On peut revoir le film dans sa tête puisqu'on a certains clients qui viennent même avec un DVD pour regarder le film depuis la cabane. Une meule de foin pour un été ultra nature, il fallait y penser. C'est un camping des Deux-Sèvres qui l'a inventé. Je suis paysan bio depuis plusieurs années. Le camping a été créé sur cette exploitation agricole pour permettre à des gens qui aiment la nature, l'authenticité, de prendre des vacances, on va dire autrement. Une idée nous est venue de faire un hébergement, on appelle ça la meule de foin, donc c'est un hébergement en bois, sur parquet, qui est recouvert d'un végétal produit sur l'exploitation. À la création, c'était du foin. Et on s'est rendu compte au bout d'1 an, 1 an et demi, que le foin ne vieillissait pas très bien. Donc on l'a changé pour mettre de la cameline. Et cette paille de cameline est réalisée avec des petits fagots, mises compressées les unes à côté des autres pour recouvrir l'ensemble de la structure. C'est un dôme avec que du châtaignier, une petite rosace en haut. C'est surprenant aussi quand on est à l'intérieur, vous entendez le son qui tourne un peu comme dans une cathédrale par exemple. Dans le Lot, c'est la jungle qui attend le visiteur au fond de la vallée du Célé. Moi, je suis hollandaise. Je suis venue en vacances ici avec mes parents et je suis tombée amoureuse du lieu et en même temps d'un gars d'ici. Ce village, c'est magnifique. C'est une petite vallée étroite, pleine de falaises colorées en plus et une nature sauvage. Nos chambres portent le nom de grands sites du Lot. La première, c'est la cabane Rocamadour. Donc on a mis beaucoup de décorations végétales, parce que déjà elle est un peu accrochée à la falaise. On a trouvé des perches de châtaignier pour faire la structure, un peu de paille, un peu de bambou. La chambre Padirac, c'est par hasard, on a creusé, on a trouvé un beau rocher. Après on a rajouté un peu de mousse, un peu de bois, un peu de branches. Ces troncs d'arbres, c'est le boulot. On l'adore parce qu'il y a cette écorce blanche que ça donne une luminosité qu'on ne trouve pas sur des autres écorces. On a créé une chambre à l'honneur de notre grotte Pêche-Merle, située dans notre village. À l'époque, on cultivait beaucoup le tabac. Et c'est un agriculteur qui nous a aidés. On a récupéré les feuilles, qu'après on a suspendues au plafond. On dit toujours la terre est ronde, donc pourquoi pas le liron. Et suspendu pour avoir cette légèreté et se laisser aller. Oui. Fumer sur le balcon, hein, c'est plus prudent, parce qu'il y en a partout. Voilà, donc C'est rigolo, ça. C'est vraiment un truc de printemps, si vous voulez oser.
D'accord. Bon, tous les renseignements, si ça vous intéresse, sur le site de Télématin. Bien Merci sûr. beaucoup, Marie-Dominique. Tendance concernant les enfants. Pourquoi on vous dit ça avec Julia Duweb? Parce que les vacances, c'est pour bientôt. Hein. Les vacances, c'est pour bientôt. Regardez, j'ai trouvé un moyen de les occuper. C'est un super outil qui transforme votre smartphone en appareil photo dédié aux enfants. C'est quand même une bonne façon de le sauver aussi. Parce qu'il faut dire que dès que votre enfant prend possession du téléphone portable, vous êtes mal barré. Regardez, là, il peut l'utiliser comme un véritable appareil photo qu'il a bien en main. Au niveau de la créativité, au niveau de plein de choses, c'est vraiment génial. C'est à soutenir sur le site Kickstarter, vous savez, financement participatif. Ah oui. Donc, c'est très bien fait. Et je voulais vous proposer un autre projet qui s'appelle Madame Pops and Kid. C'est très bien aussi. Vos enfants dessinent, font des créations. Et en fait, les dessins sont immortalisés sur des éléments de déco, des coussins. Immortalisé par qui? Par le site. Vous Ah bon envoyez les dessins version papier. Et ça vous coûte quand même quelque chose. Ça vous coûte ça- le prix d'une tasse, par exemple, le prix d'un coussin, regardez, le prix d'un tapis, qui prend vraiment le visage du dessin, ce que je trouve assez génial aussi. Votre coque de téléphone, n'importe quoi, c'est le dessin de votre jolie progéniture. On connaît ça, nous, hein, déjà. Là, vous êtes tous sur le... Là, vous y êtes, là. Enfin, oui, quasiment tous. Très bien, merci beaucoup. À plus tard. En fin d'émission, on se retrouve pour C'est un monde. Trouver de petits amours pour tous les jours emportés pour 2 francs, Où l'on vendrait un grand amour sous garantie pour toute la vie, pour je sais pas moi, 3 francs. Magasin plein de chocolat fondant. Pour barbouiller les gentils garnements. Faut la trouver, celle-là. Un quart de lune à Hawaï, aller-retour. Gilbert Bécaud, ça date des années 50, oui. Il n'y avait pas la même voix. Le grand magasin. Bécaud, jeune, oui. Que se passe-t-il lorsque précisément un grand magasin parisien envisage de faire peau neuve? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle des architectes, il fait un concours, je suppose, c'est comme ça qu'on fait. Oui, il faut un concours, Un concours, des agents, tout ça, je veux ça, je veux ça. Et vous avez suivi les architectes. Vous avez suivi le concours, tout le concours? Ah non, Vous j'ai avez attendu suivi qu'il y en ait un qui une fois que c'était livré, Ah, vous parce avez que à la fin, vous, ça a quand même duré longtemps. Non, ce qui est étonnant, c'est que ce grand magasin fondé en 1865 par Jules Jaluseau a toujours misé sur le patrimoine. C'est-à-dire que le bâtiment fait partie de ce qui est emblématique à Paris et même en France. Et donc, quand ils ont lancé effectivement ce grand concours, parce ils ont transformé la partie homme de ce grand magasin, ils ont demandé non pas à un architecte d'intervenir, mais à 4 architectes. C'est là où c'est étonnant. Donc, Ils ont travaillé ensemble? Ils ont travaillé ensemble, mais à des niveaux différents. C'est-à-dire que Chacun avait un étage. à une agence, on a confié... on va dire un petit peu ce qui est artistique, et quand on rentre dans le magasin, un peu la vision qu'on a de l'extérieur et de l'intérieur quand on rentre dans le magasin, pour créer ce lien encore avec le patrimoine parisien. Après, avec l'immeuble. Avec l'immeuble, exactement. Après, premier étage, rez-de-chaussée, premier étage, un architecte, Villemotte, ensuite les Sigus, ensuite un cabinet anglais, et je trouve que c'est une Mais tout ça, excellente ça fait une idée. unité ou alors Oui. c'est... Ah bon? Oui, ça fait une unité. En même temps, il fallait qu'à chaque étage, on retrouve un univers. C'est-à-dire que parfois, c'était plus sport, parfois c'était plus D'accord. habillé. Et ça marche bien parce que le lien, c'est les matériaux. C'est-à-dire que vous avez les mêmes codes de très beaux matériaux. Vous avez du bois, vous avez le béton brut. Et chacun revisite ça. Il Il y a n'y a une pas 50 signature. matériaux. Il y a le bois, il y a le béton, il y a le verre et l'acier. Oui, c'est ça. Oui, mais on peut mettre des bâtiments aussi, des matériaux de composition pas naturels. Là, du coup, ça donne vraiment quelque chose de chic. Bon, allez. Regardez. Merci beaucoup. De rien. Le parti pris qui a été retenu, c'est un parti pris qui est très ambitieux, puisqu'on aurait pu travailler avec une seule agence, un seul architecte. Au contraire, on a souhaité, pour avoir une énergie et une diversité étonnante dans le magasin, on a travaillé avec 4 agences différentes. Ce qui est passionnant dans ce projet et qu'on ressent de façon un peu intuitive, ces tons très différents que chaque architecte a apportés sur chacun des étages. Et évidemment, on retrouve leur signature. Le futur rez-de-chaussée et le premier étage de l'agence Villemotte, il y a ce soin dans une élégance absolue sur les lieux, sur les couleurs et les matériaux. Chez Sigus, qui sont des jeunes architectes, il y a un parti pris qui est très radical, qui est extrêmement contemporain et qui en même temps qui a une grande fluidité dans l'étage. Avec Universal, on avait cet échange. On cherchait aussi avec une agence étrangère qui est la lecture finalement d'un lieu parisien pour des architectes qui viennent d'outre-Manche. Et évidemment, avec le
projet de Yabbo et Pochelberg avec leur partenaire Huffier, cette capacité de s'approprier les codes de la maison depuis plus de 150 ans. Cette succession d'étages répond aussi à la volonté de définir des lieux qui sont très différents, marqués dans leur caractère par des allusions à des codes, comme par exemple le code de l'appartement parisien avec les boiseries murales ou les parquets, ou les codes du vélodrome ou du gymnase avec ces idées de parquets cintrés ou de bandes peintes au sol, le loft parisien, l'aspect aussi extérieur, la cour, quand on trouve des pavés au centre d'une pergola extérieure. Donc tous ces codes qui permettent d'avoir des lieux très divers. Et une espèce d'honnêteté aussi par rapport aux matériaux et par rapport à l'architecture. Donc d'un côté, on a à l'extérieur ces façades qui sont inscrites à l'inventaire des monuments historiques, et à l'intérieur, on n'avait plus grand-chose qui restait de cet héritage. Donc on a souhaité aussi que les projets retrouvent l'essence de ce qui reste aussi, et par exemple le fait de retrouver la structure du bâtiment, y compris de façon très brute parfois, en montrant le béton dans toute son honnêteté et toute sa vérité. Donc la lumière, les circulations, les matériaux et le soin dans le détail, et donc l'apport de l'architecture dans ce lieu de commerce, évidemment nous on considère qu'il est absolument fondamental. Raison, jeune homme, la circulation, c'est important. La circulation, c'est important et je trouve ce qu'il dit très juste, c'est-à-dire l'apport de l'architecture est fondamental. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on va chercher un designer pour améliorer un produit, c'est pas pour rien qu'on va chercher un architecte pour améliorer un lieu. Là, il pense en termes d'humain au milieu d'un bâtiment. Et là, vous disiez la circulation. On se sent bien et on évolue correctement dans un lieu public. Parce que n'oublions pas qu'un magasin, un grand magasin est un lieu public, un lieu visité par des gens. Bon. Tout à fait. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Je vais rester